Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du premier titre de l'histoire des Nuggets de Denver après une victoire obtenue dans les dernières minutes du match 5 des finales NBA. Nikola Jokic termine MVP de ces finales derrière une performance historique tous ses playoffs. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, j'ai prévu un petit texte d'intro pour caler un petit peu cette histoire du titre de Denver, premier titre dans l'histoire de la franchise en NBA. Ça fait 47 ans qu'ils attendaient ça. Voilà. Et j'aimerais remonter avec toi au mois d'avril 2018, au moment où les Nuggets s'inclinaient sur le score de 112-106 en prolongation face aux Wolves de Minnesota dans le dernier match de la saison régulière. C'est un peu le moment où j'ai vraiment posé mes yeux sur cette franchise et où je me suis dit waouh, il y a quelque chose dans cette équipe. La victoire des Wolves permettait à l'équipe, emmenée alors par Jimmy Butler, Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins, de retrouver les phases finales pour la première fois depuis 2004. Ça a été vraiment l'histoire. Ils se feront battre ensuite au premier tour par les Rockets de Houston, il me semble. En face, Nikola Jokic terminait la rencontre avec 35 points et 10 rebonds au compteur. Totalement épuisé, il avait manqué 6 de ses 8 derniers tirs. Selon plusieurs journalistes locaux, cette défaite a marqué un tournant dans sa carrière parce qu'il a juré ce jour-là de ne plus laisser sa condition physique déterminer ses performances sur le terrain. On avance en 2019, pendant les playoffs, demi-finale de la conférence Ouest. Denver s'incline en 7 matchs face aux Blazers de Portland. Ils perdent un Game 3 où Jokic joue 64 minutes. Je donne vite fait la ligne de stats juste pour donner une idée. 33 points, 18 rebonds, 14 passes décisives. En 2020, dans la bulle, c'est une défaite face aux Lakers en finale de conférence cette fois. Les Lakers qui iront s'imposer face aux Heat de Miami. En 2021, Tim Connelly, le general manager des Nuggets à l'époque, réalise un transfert pour faire venir Aaron Gordon d'Orlando. L'équipe semble monter en puissance. Aaron Gordon dit « Je pense qu'on a toutes les pièces nécessaires pour aller au bout ». Quelques jours plus tard, Jamal Murray subit une rupture des ligaments du genou. Il a plus d'1 an de rééducation devant lui. Au début de la saison suivante, donc la saison 2021-2022, c'est Michael Porter Jr. qui subit une nouvelle opération du dos avec lequel il est en sensibilité depuis le tout début de sa carrière, même avant sa carrière NBA. Il rejoint Jamal Murray à l'infirmerie pour l'intégralité de cette saison-là. Nikola Jokic porte alors l'équipe sur son dos en leur absence. Il va glaner 2 titres de MVP au passage, mais sans jamais avoir de véritable espoir de faire une percée en play-off sans ses 2 lieutenants. Cette saison, avec les recrutements experts de Calvin Booth, qui a pris la suite de Tim Connelly, qui est parti aux Timberwolves d'ailleurs, c'est un détail assez amusant. Calvin Booth fait venir les pièces manquantes à cette équipe, KCP, Kentavious Caldwell-Pope, champion avec les Lakers en 2020, Bruce Brown, joueur bizarrement mal aimé à ce moment-là dans l'intersaison et qui va signer pour un peu plus de 6 millions à Denver. Il sélectionne également Christian Brown lors de la draft. Il insiste, Christian Brown vient de remporter le titre avec son club universitaire et il dit il faut absolument ce gars-là parce qu'il a la mentalité d'un champion. Les Nuggets ont enfin pu exprimer la totalité de leur force collective et ça vient de leur permettre de remporter ce premier titre NBA de leur histoire. Charles, un mot pour décrire ton état d'esprit au moment où la saison se termine sur cette victoire de Denver. Un mot, ça va être difficile, ça va faire un peu court. Alors, plusieurs mots, Charles, je t'autorise à parler. Ouais, écoute, moi je suis plutôt content. Je trouve que ces Nuggets sont de superbes champions. Honnêtement, on a beaucoup parlé de la qualité de leur jeu collectif tout au long de ces playoffs. Tout le monde sait à quel point, toi et moi, on est fans de Jokic. Murray a eu un niveau phénoménal. Cette équipe, elle est vraiment très très plaisante à suivre, que ce soit pour son jeu ou pour le reste. Je trouve que ce groupe dégage vraiment quelque chose de sympathique. Il suffisait de voir d'ailleurs l'émotion de Jamal Murray à l'issue de la rencontre cette nuit. On se rappelle qu'il a loupé quoi ? Il a loupé quasiment 1 an et demi en raison de sa rupture des ligaments en 2021. D'ailleurs, ça faisait partie du pourquoi du... Enfin, il y a certains auditeurs qui m'ont interpellé, qui m'ont dit « Ouais, mais t'as pas toujours cru en eux cette saison à l'aube des playoffs. » C'est parce que c'était assez compliqué de savoir à quoi Jamal Murray allait ressembler dans cette campagne de play-off après avoir manqué autant de temps. C'est assez miraculeux quand même qu'il ait été aussi performant
après une absence aussi longue. Ouais, mais même sans ça, je suis pas tout à fait d'accord parce que au tout début des playoffs, on avait discuté toi et moi des favoris et pour moi il y avait que 2 favoris, c'était Boston et Milwaukee et toi t'ajoutais Denver en troisième favori, donc c'est quand même la preuve que en tout cas t'étais plus optimiste que moi sur leur potentiel. Mais donc voilà, enfin moi je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de sympa qui se dégage de cette équipe. Même Porter Junior en conférence de presse la nuit dernière, il est incroyablement lucide, tu vois, à la fois sur son niveau de jeu pendant ses finales, mais aussi sur le fait qu'il aurait pu ne rien vivre de tout ça. Lui qui, tu l'as dit, a eu d'énormes soucis de dos et qui reste un joueur très fragile. Et que dire de Jokic, dégoûté d'apprendre que la parade est jeudi parce que là ce qu'il veut c'est rentrer chez lui. Ce mec-là, il veut juste passer des vacances tranquilles et penser à autre chose que le basket. Enfin, Il veut retrouver ses chevaux pour aller pouvoir faire des tours de piste. Exactement. Donc voilà, ce mec a une personnalité qui est hors norme. Il tranche tellement avec la plupart des superstars de la NBA. C'est hyper rafraîchissant de voir ça. Tu vois. Moi j'ai adoré la dynastie des Warriors, mais tu vois quand les Warriors étaient champions, la parade c'était vraiment du show à 200%. Ah là, Jokic il s'en fout de tout ça, tout ce qu'il veut lui c'est penser à autre chose que le basket pour s'aérer la tête et revenir plus fort la saison prochaine. Enfin si c'est possible de revenir plus fort parce qu'il est déjà tellement fort. Donc voilà, je suis évidemment ravi pour Denver. Je suis forcément un peu déçu que la fin soit aussi sèche pour Miami. Moi, sur le papier, cette finale, elle me plaisait beaucoup. C'est peut-être pas les plus grandes stars de la ligue. C'est peut-être pas l'affiche la plus sexy pour la NBA d'un point de vue médiatique et commercial. Mais ça a très bien fonctionné en termes d'audience. Voilà, c'est ça. Mais sportivement, c'était l'affiche la plus cohérente, en fait, au regard des playoffs. 2 équipes hyper intéressantes collectivement, très bien coachées, emmenées par des leaders irréprochables, qu'il s'agisse de Jokic, Murray ou Butler Adebayo. Donc, j'aurais aimé que cette équipe de Miami soit capable de pousser les Nuggets dans leur retranchement, d'aller chercher au moins un deuxième match, mais la marche était un peu haute. Pour autant, on va pas relativiser leur parcours, c'était phénoménal. Mais voilà, on aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais Denver fait un champion absolument magnifique. Oui, on en a parlé, toi et moi. C'est vrai qu'on n'a pas fait de podcast après le match 4 parce que c'était ce week-end et qu'on avait d'autres choses à faire, toi et moi. Alors, surtout moi, je pense. Peut-être, je sais pas. Enfin bref, peu importe, on n'a pas fait le truc, mais on en a parlé, toi et moi. Effectivement, on a bien vu que dans ce match 4, déjà, pour Miami, de perdre 2 matchs à domicile, c'est hard. C'est dur à encaisser. Et puis ce match 4, qui avait été extrêmement bien joué de la part du Heat, qui s'était retrouvé dans une situation presque idéale avec Jokic en souffrance en termes de fautes sur le banc. Et ils n'ont pas réussi à exploiter cette absence de Jokic, qui a toujours été le point faible en saison régulière pour le côté Nuggets. Et force est de constater que Denver, dans ses playoffs, aura à plusieurs reprises finalement réussi à survivre à ces minutes sans Jokic, à trouver des solutions en sortie de banc, que ce soit Aaron Gordon dans ce match 4 qui nous a sorti un match absolument extraordinaire. Toujours en fait mais c'est ce dont les équipes championnes sont faites, c'est-à-dire des joueurs comme ça qui sortent, un Christian Brown qui te sort un 15 points dans le match 3, plutôt inattendu. C'est aussi ça, cette équipe de Denver. Mais Miami, quand tu vois l'engagement dans ce match 5, j'ai adoré la conférence de presse d'après-match d'Eric Spoelstra, d'une humilité incroyable, parce qu'il vient de nous sortir quand même des playoffs all-time en termes de coaching. Je pense que j'ai rarement vu ça de toute ma vie de fan. Ah ouais, non, c'était dingue. Une telle masterclass en termes de coaching. Et à un moment, il a eu des mots pour dire, pour décrire l'engagement physique. Il dit, mais l'engagement physique de cette finale NBA et des derniers matchs de cette finale NBA n'ont rien à voir avec ce qu'on vit au premier tour, ce que l'on vit en demi-finale et en finale de conférence. Là, c'est un niveau tout à fait au-dessus. Et il a répondu ça quand on lui a posé la question de savoir pourquoi il n'a pas fait rentrer Tyler Hero. Mais je suis totalement d'accord avec lui. Tu ne fais pas rentrer un joueur qui n'a pas joué depuis 2 mois dans un niveau d'intensité aussi élevé qu'il y a eu dans ce match-là où tous les coups étaient permis bientôt. Enfin, je sais pas si tu as vu à quel point les arbitres avalaient leurs sifflets sur des trucs qui t'étais là, waouh, c'est chaud, quoi. Oui, l'arbitrage, effectivement, oui, je suis d'accord, effectivement. Moi, personnellement, j'adore, hein. C'est totalement l'arbitrage de play-off. Enfin, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on voit ça, surtout à ce niveau de compétition, mais Moi, j'adore dès lors que c'est uniforme. C'est-à-dire, j'adore si c'est ça à tous les matchs. J'ai aucun problème avec ça. Honnêtement, je suis d'accord avec toi, j'ai aucun souci avec ça. De toute façon, l'arbitrage dans ces finales m'a pas dérangé.
Pas plus que ça. Non. Voilà, mais tu l'as dit, pour moi, le virage, enfin le moment où je me suis dit vraiment c'est mort, c'est ces minutes que tu as évoquées sans Jokic dans le match 4 où Denver arrive à maintenir l'écart. Là, à ce moment-là, voilà, c'était trop compliqué, surtout qu'avant ce match-là, on avait fait un podcast, on avait évoqué la nécessité pour Miami de voir ses role-players se réveiller, et ça a été à nouveau ce match 4, un match très compliqué pour Max Strus et pour Gabe Vincent, qui sont, je crois, à 2 points au cumulé. Bon voilà, d'autant plus qu'en face, tu l'as dit, Aaron Gordon fait un très très gros match, il se contente pas d'être dominant défensivement, offensivement il est extrêmement important. Bruce Brown qui met une 20aine de points en sortie de banc. Bon voilà, c'était vraiment trop difficile, et puis sur ce match 5, honnêtement on a senti que Miami était pas loin, hein. Il y a eu de la tension côté Denver en plus, hein, peut-être une petite peur de gagner en début de match avec pas mal de ballons perdus. Ah bah il y avait les émotions, ouais, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, et petit à petit, on a senti que Denver haussait le ton, défensivement notamment. Dans le 4e quart-temps, la défense des Nuggets a pris petit à petit le dessus sur l'attaque du Heat, mais malgré ça, ils sont restés au contact, Miami, et en fait, ils étaient encore devant au score à 1 minute 30 de la fin. Mais voilà, dans les moments clés, il y a un gros rebond offensif de Bruce Brown, il y a la perte de balle de Butler, c'était trop compliqué. Adebayo, encore une fois, était vraiment très solide, on sent qu'il a pris le relais d'un Jimmy Butler visiblement un peu émoussé, en difficulté pendant une majorité du match. Mais voilà, c'était insuffisant face à la très belle machine collective qui est Denver, et on peut pas remettre en question la perf de Denver quand on voit les playoffs qu'ils ont fait. Maintenant, c'est vrai que sur ce match-là, moi j'ai un peu eu la même sensation que pendant la bulle en 2020 où Miami avait perdu en finale face aux Lakers, et déjà à cette époque-là, on avait eu l'impression que cette équipe avait plus de gaz en fait en finale, qu'elle avait déjà trop donné pour sortir de la conférence Est. Et c'est vrai que moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue aussi sur ces finales, où notamment j'ai trouvé que Butler était un peu en difficulté, quoi. Et ça me fait penser à 2 choses. Il y a 2 choses que j'aimerais dire en t'entendant parler de ça. La première chose, c'est que le parcours du Heat est absolument exceptionnel. On l'a dit et répété. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chanter les louanges 15 ans du Heat, mais j'aimerais encore une fois le répéter pour peut-être la dernière fois au moment où on parle de ces playoffs et de cette finale NBA. Mais si le Heat est là, ils ont battu les Bucks, ils ont battu les Knicks et ils ont battu les Celtics. Les Bucks et les Celtics, c'était les 2 équipes clairement favorites à l'Est, et c'est le Heat qui les a sortis à chaque fois. On peut dire ce qu'on veut, parce que c'est un autre argumentaire qui a déjà été évoqué d'ailleurs. Oui. Pendant les conversations de ces playoffs, et qui va ressortir à un moment ou à un autre, j'en suis absolument persuadé, où on va commencer à dire « Ah mais attendez, les Nuggets, c'est le parcours le plus facile qu'on ait jamais vu de l'histoire des playoffs. Ils ont battu une équipe qui était 8e en sortie play-in. Ils ont battu une équipe qui était 4e de la conférence Ouest, donc les Suns. Ils ont battu l'équipe qui était 7e, sortie de play-in également avec les Lakers. Et ils ont fini par battre le Heat en finale qui était 8e de la conférence Est. Ok ? On peut dire ça comme ça. On peut aussi dire quoi ? Les Nuggets ont battu la paire Towns-Rudy Gobert. Excusez-moi, mais quand on voit la défense de Rudy Gobert au premier tour, re-regardez les matchs. Je vous invite à re-regarder les matchs des Timberwolves face aux Nuggets. Regardez comment Rudy Gobert défend excessivement bien sur Nikola Jokic. Personne n'a aussi bien défendu sur Jokic de tous les playoffs que Rudy Gobert. Voilà, je dis ça, regardez les matchs, vous allez voir. Vous en allez avoir le cœur net. Donc, ils ont battu Towns et Gobert. Ensuite, ils ont battu Durant et Booker. Booker qui marchait littéralement sur l'eau. Oui. À un moment, c'était Jésus-Christ, le gars. Booker était phénoménal. Non, mais c'est fou. Je regardais les chiffres l'autre fois. C'est irréel. Ils ont battu LeBron James et Anthony Davis. Et là, ils ont battu Playoff Jimmy et Bam Adebayo et Eric Spoelstra en finale NBA. Ouais, et encore, tu dis, ils ont battu LeBron et Anthony Davis. Ils les ont sweepés. Ça a été violent. Enfin, voilà, c'est pas une victoire à l'arrache, quoi. Trop violent pour certains, j'ai l'impression. Il y en a qui s'en remettent toujours pas. Les Lakers en 9. Mais tout ça pour dire que, voilà. Je sais très bien qu'on va pas échapper à ce genre de discours, à ce genre où certains vont essayer de minimiser tout ça. Mais bref. C'est de la mauvaise foi. Oui, non seulement c'est ça, mais c'était surtout pour dire que je refuse catégoriquement cet argumentaire, ne serait-ce que parce que ça diminue le parcours du Heat, qui est franchement hallucinant. C'est ça. Hallucinant. Et ils m'ont régalé pendant tous ces playoffs. Et merci à Miami, quoi. Parce que ce premier tour face aux Bucks, les Knicks,
avec Butler qui se fait la cheville et qui est là sur le corner. Quand tu repasses les images dans ta tête, cette finale de conf face aux Celtics, complètement incroyable, et avec un scénario de dingue. Enfin, je sais pas. Ils nous ont régalé. Ouais, non, mais c'est ça. Il faut pas chercher à relativiser leur parcours. C'était absolument phénoménal. Et effectivement, moi aussi, j'ai vu quelques personnes, notamment sur les réseaux sociaux, évoquer tout ça, parler de... Enfin, en fait, il y en a qui ont utilisé les classements pour relativiser le parcours des Nuggets, et il y en a qui ont utilisé ces finales pour relativiser le parcours du Heat, en parlant notamment de miracles, de coups de chance. Je crois pas du tout que ça soit très juste. Je pense que au très haut niveau, et les playoffs NBA, c'est le très 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 haut niveau, la chance, ça suffit pas pour renverser des équipes comme Milwaukee, comme Boston ou comme New York. Pas dans une série au meilleur des 7. Alors, on peut Exactement. dire les Bucks, Giannis Antetokounmpo était blessé au dos. Les blessures font partie du deal. Mais évidemment. Tu trouveras pas un champion, pas un finaliste quasiment dans l'histoire de toute la ligue où les mecs sont pas passés par une équipe où il y a un gars qui s'est pété, quoi. Oui, c'est ça, et je le Les redis. Bucks sont les premiers concernés, puisqu'en 2021, quand ils gagnent, ils éliminent les Nets, et les Nets n'ont plus Kyrie Irving et n'ont plus James Harden. Donc. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Et vraiment, Miami aura été une des équipes les plus cohérentes collectivement sur ces playoffs. Le coaching de Spoelstra, on l'a dit, tu l'as dit, ça a été une masterclass du début à la fin. Et d'ailleurs, Butler, en conférence de presse, a exprimé toute sa confiance en expliquant qu'il avait aucun doute qu'il finirait par gagner le titre avec Miami. Enfin voilà, cette équipe, elle sort de 2 finales NBA en 4 ans. Ça n'est pas un hasard. Il y a pas de chance, il y a pas de miracle. Et voilà. Et Butler et Spoelstra, puisque c'est l'association coach franchise player, tirent le maximum à chaque fois du collectif qu'ils ont avec eux. Et enfin vraiment, on peut pas relativiser ce qu'ils ont fait. Moi, c'est aussi pour ça que moi je suis un peu triste du fait que la défaite ait été aussi sèche en finale. Tu vois, je suis par exemple un peu triste pour un joueur comme Gabe Vincent qui a été super lors des 2 premiers matchs avec 19 et 23 points et qui a complètement sombré par la suite. C'est dommage de conclure là-dessus parce qu'il a été hyper important sur toute cette campagne de playoff. Et c'est vrai que je vois un peu sur les réseaux sociaux des gens qui tombent un peu dans le bashing, tu vois, en expliquant que Max Strus c'est un clown. Ouais, voilà, exactement. Tu vois que. Enfin, bref. Et c'est dingue de dire ça. C'est insupportable en vrai. Et juste avant, t'évoquais le parcours de Denver. Tomber dans le piège de sortir le classement en saison régulière des adversaires de Denver, c'est une, je suis désolé, je vais être un peu désagréable, mais c'est une bêtise absolument hallucinante. Ça ne veut rien dire. La saison régulière n'a rien à voir avec les playoffs. Et par exemple, réduire les Lakers à leur 8e place, alors qu'ils ont sorti septième, pardon, alors qu'ils ont sorti les 2e de l'Ouest, qu'ensuite ils ont sorti les champions en titre, que tout le monde avait peur de cette équipe articulée autour de LeBron et Anthony Davis avec des role-players qui, chaque soir, il y en avait un nouveau qui explosait, que tout le monde avait peur des Suns, parce que tout le monde savait que le duo Booker-Durant, ça pouvait battre n'importe qui dans un bon soir. Enfin, voilà, il faut arrêter aujourd'hui de tomber dans le « ah, ils ont battu que les Xème de la conférence ». On s'en fout. Aujourd'hui, ils sont champions NBA et personne n'est champion NBA par chance. Et honnêtement, le parcours de Denver est extrêmement respectable. Il y a absolument rien à redire là-dessus. Et surtout, parlons du jeu au lieu de parler des adversaires, quoi. Complètement, ouais. Tu sais quoi, j'ai été tellement content de voir des mecs comme Jeff Green, DeAndre Jordan et Ish Smith, ils ont pris la pause tous les trois, là, les 3 vétérans, avec la coupe, et ça m'a fait tellement plaisir de voir ça. Tu sens qu'il règne dans cette équipe de Denver une ambiance de fou. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Je pense que Denver, de toute façon, a décontenancé toute une partie, et c'est pas nouveau, on en a déjà parlé, toi et moi, de ça. On avait fait un podcast sur la relation entre les Nuggets et les médias et la façon dont ils étaient traités par les médias. Et il suffit de suivre un petit peu les réseaux sociaux ou certaines émissions américaines qui sont là que pour faire du clic et des hot takes dans tous les sens, toujours sur des positions complètement ahurissantes parfois. Mais je trouve ça assez étonnant à quel point Denver nous a mis face à certaines, enfin, a mis une partie des fans, tout du moins, face à eux-mêmes quelque part. Pourquoi t'es fan de la NBA? Qu'est-ce que t'aimes dans le star system de la NBA, dans tous les dramas qu'il y a dans la NBA et tout ça? Et le côté sportif, purement sportif, où, comme tu viens de dire, regardons le jeu, regardons ce qui se passe sur le terrain.
Et je voulais te parler un peu de Nikola Jokic, parce que Nikola Jokic, dans ses finales NBA, c'est 30 points par match, 13,5 rebonds, 9,5 passes décisives. Les pourcentages de réussite, je sais pas, c'est n'importe quoi, c'est 55% au tir, 46 à 3 points, 80% au lancer franc. Et c'est le premier joueur de l'histoire de toute la ligue à mener le nombre total de points, rebonds et passes décisives sur une campagne de playoff. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux, et c'est un peu le même débat qu'il y a eu quand il y a un moment la potentialité qui gagne un 3e titre consécutif de MVP. On était là à dire, ouais, mais attendez, 3 MVP consécutifs, c'est Chamberlain, c'est Bill Russell, c'est Larry Bird, mais est-ce que Jokic fait partie de ces gars-là? Ben, permettez-moi de vous reposer la question aujourd'hui. Et je comprends que c'était peut-être pas clair à ce moment-là, mais quand même, voilà, il était très fort en 2021, il était très fort en 2022, il était encore plus fort en 2023, bref. Et là, quand tu regardes sur les simples playoffs, hein, Jokic a déjà son nom inscrit parmi les meilleurs performeurs en playoff de toute l'histoire de la ligue. Il est parmi les tout meilleurs. Et il y a une stat analytics, alors ceux qui n'aiment pas les analytics, vous pouvez lever les yeux au ciel, mais le PER, le Player Efficiency Rating, l'efficacité des joueurs, et c'est un classement qui est souvent ressorti pour juger la performance d'un joueur sur une campagne de playoff. Et Jokic, à la fin de ses playoffs, vient de passer devant Michael Jordan, tout en haut de la pile, comme le joueur le plus. Alors j'ai le classement. Il y a Jokic, Jordan, George Mikan, LeBron James et Anthony Davis. Et ensuite, tu as Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard et Tim Duncan. Voilà le top 10. Et je vois certains qui sont là à dire, attendez, allons-y mollo, on est en train d'encenser Jokic dans tous les sens, faut arrêter, faut respecter les anciens, faut respecter les légendes. C'est vraiment, mais ça ne veut rien dire. Excusez-moi, mais alors, je comprends ceux qui veulent prendre un pas de recul et dire, attendez, peut-être qu'on manque de perspective, peut-être qu'on n'a pas bien regardé. Mais pour l'instant, que vous le vouliez ou non, je suis désolé, et on pourra toujours me taxer de fanboy de Jokic, mais c'est plus que ça. C'est Jokic, son nom est là, son nom est inscrit tout en haut de tous ces listings qu'on tient habituellement comme étant le Graal pour tous les autres joueurs, quoi. Ouais, et puis, en fait, moi, j'avoue que moi, comparer les époques, c'est toujours quelque chose qui me met assez mal à l'aise. Je vois pas l'intérêt. Je pense que c'est pas faisable et que c'est pas cohérent. Donc, en fait, dire il aurait 3 MVP comme Larry Bird, comme Chamberlain, en fait, on s'en fout de savoir qui fait partie de ce club-là. La seule question, c'est est-ce que à l'instant T, quand on doit choisir un MVP, il y a un mec qui est meilleur que Jokic? Est-ce qu'il y a un mec qui mérite plus que lui, oui ou non? Voilà, ce qu'il faut faire, c'est juger de ses performances à l'instant T. Parce que l'un des principaux arguments, c'était de dire, ah oui, mais attendez, on va pas filer 3 MVP consécutifs à un mec qui a pas remporté le titre. Mais alors ça déjà, ça n'a aucun sens, parce que le MVP, ça récompense la saison régulière, ça n'a absolument rien à voir avec la post-season, c'est un argument qu'on n'a jamais entendu quand il s'agissait d'encenser des Russell Westbrook ou des James Harden. Enfin, on s'en fout en fait de ces arguments-là, ça n'a pas d'intérêt. Factuellement, aujourd'hui, Nikola Jokic, c'est le meilleur joueur de la ligue. Bon, ça peut-être que ça peut prêter débat, mais à mes yeux, il n'y a plus débat aujourd'hui. C'est une carrière qui est phénoménale. À 28 ans, il est champion NBA, 2 fois MVP de régulière, MVP des finales, multiple All-Star, multiple First NBA Team. Voilà, on va pas faire une 40e déclaration d'amour à Jokic parce qu'on n'a pas attendu qu'il gagne le titre pour le faire. Mais voilà, ce mec, en plus d'être un joueur fascinant, est un des plus grands facilitateurs de l'histoire. Il fait des chiffres qui sont... c'est déraisonnable, c'est complètement déraisonnable, mais lui, en plus, là, cette fois-ci, est allé au titre, donc il a propulsé sa carrière dans une nouvelle sphère, et quand les gens disent « allez-y mollo » quand on évoque les chiffres, je suis désolé, mais on n'y est jamais allé mollo avec Harden et Westbrook quand ils compilaient des statistiques absolument folles. Il n'y a aucune raison d'y aller mollo avec un Jokic, d'autant plus que lui n'a pas seulement compilé des statistiques folles, il a aussi fait gagner son équipe. Tout à fait. C'est ce qu'on a toujours demandé à ces mêmes joueurs. Exactement, c'est ça. C'est le principe même d'un mec qui stat. C'est ok, c'est bien de stater. Maintenant, si tu veux pas être Tracy McGrady, bah il faut aller gagner, quoi. Donc c'est facile de relativiser. Non mais tu vois, en fait c'est ça. Non mais t'as tellement raison. Et c'est tellement facile de relativiser ses perfs parce qu'il est tellement discret. C'est aussi ça. C'est aussi ça le truc avec lui, c'est que
il donne l'impression d'être complètement déconnecté du côté showbiz de la ligue. Autant sur le parquet, il est un spectacle incroyable à lui tout seul, Voilà. autant une fois le match fini, tu sens que ce mec-là, il veut juste rentrer chez lui. Tout le folklore des remises de prix, des célébrations, ça l'intéresse moyennement, même s'il fait toujours le boulot. Il est toujours là en conférence de presse, il essaye toujours d'être un peu marrant, et un peu sympa, etc. Mais Jokic a écrit l'histoire. Point. C'est tout, en fait. Il a écrit l'histoire, et aujourd'hui, il n'y a rien à redire là-dessus. Statistiquement, c'est un monstre. En termes de palmarès, c'est un monstre. Enfin, voilà, En fait, le fait de rendre ses coéquipiers meilleurs autour de lui, évidemment. Il n'y a quasiment pas d'égal, si ce n'est une poignée de joueurs dans toute l'histoire de la ligue, très sincèrement. Enfin, tout ça pareil. En fait, Charlie, est-ce que le truc, c'est pas le fait que... Est-ce que Jokic n'est pas en train de venir bousculer l'idée qu'on se fait d'une superstar NBA? C'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que... Il se met pas en scène, il est pas là à hurler, à pleurer, à faire je sais pas quoi. Il y a un certain recul, il arrête pas de dire ouais bon, je suis super content, et tu vois qu'il est content de partager la victoire avec ses frères, de partager la victoire avec son coach, avec ses coéquipiers, avec sa famille, avec sa fille. Mais voilà, après ça, lui dans une semaine, il a envie de se barrer chez lui, faire du cheval pendant ses vacances, profiter, puis revenir la saison prochaine et recommencer. Mais voilà, quoi. Et pour lui, l'important dans la vie, c'est pas ça, en vrai. Et je pense qu'on n'a pas l'habitude... je pense qu'il vient un peu chambouler voilà, la manière dont la NBA vend et market ses stars, les histoires, le fait d'atteindre son objectif, d'atteindre un but, les accomplissements. Et oh mon Dieu, regardez toutes les galères que j'ai traversées pour y parvenir. Et Jokic, je sais pas, il a pas trop envie de jouer à ce jeu-là, en fait. Je dis pas que c'est forcément un jeu, mais toi, l'histoire de Jamal Murray, elle est belle, et je pense que la presse est très contente, la presse américaine est très contente d'avoir l'histoire de Jamal Murray à raconter, et en plus, elle est magnifique. Donc c'est tant mieux. Voilà, Jokic, il s'en fout un peu, quoi. Ouais, et je pense qu'il y a un côté, où il y a certaines personnes, ça leur plaît pas trop, tu vois. Oui, mais si tu veux, alors d'abord, je pense que t'as tout à fait raison, et effectivement, et même la ligue en règle générale adore le storytelling, les histoires à raconter et tout, et d'ailleurs LeBron a été un parfait ambassadeur de la NBA pendant des années là-dessus, puisqu'il a toujours été très très fort dans le storytelling. Le Cleveland This is for you, voilà. Le mec il a répété ça avec Meryl Streep, quoi. Mais Jokic, il s'en fout, et d'ailleurs, il a eu une phrase l'année dernière quand il prolonge, qui est extrêmement pertinente de ce point de vue-là, c'est qu'il dit « Je veux être le Tim Duncan des Denver Nuggets ». Et donc, en fait, tu vois bien que, en fait, même sa principale référence, c'est une des superstars les plus discrètes qu'on ait vues en NBA ces dernières années. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, les gens devraient pas être aussi surpris par cette attitude-là. Ça devrait pas poser autant de problèmes, parce que c'est pas non plus une exception dans l'histoire de la ligue, cette manière de se comporter pour une superstar. Tim Duncan l'a fait, Tim Duncan était exactement ce type de superstar-là. Mais on en vient à l'autre argument, Charlie, c'est de dire, j'ai vu nombre d'émissions grand public américaines, notamment un gars qui porte une émission avec Jay Williams et Max Kellerman, là, sur ESPN, où le gars, il dit Jokic, je trouve que c'est un joueur ennuyeux. Il est comme Tim Duncan et les Spurs. C'est une équipe qui m'ennuie, ça m'ennuie de les regarder. Et moi, j'ai envie de dire, mais comment tu peux aimer le basket, regarder Jokic jouer au basket et te dire ce gars-là est ennuyeux? Déjà, c'est que tu as un problème avec le sport, en fait. Pour moi, tu as un problème avec le sport. Si tu regardes Jokic jouer au basket et que tu dis « Ah putain, je m'emmerde », je suis désolé d'être grossier. Mais si c'est le premier truc qui te vient à l'esprit, je sais pas, regarde autre chose dans ces cas-là, parce que franchement, je pense pas que le basket, ça soit ton sport, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, et c'est terrible de dire ça, parce que ça paraît presque un peu... Non, mais tu vois, genre, en fait, on peut donner l'impression d'être arrogant ou quoi que ce soit. Oui, mais en fait, on peut donner l'impression d'être un peu méprisant en disant ça, mais honnêtement, mais je suis complètement d'accord avec toi, et je pense que les gens qui ont boudé cette finale au prétexte que l'affiche ne leur plaisait pas, au prétexte qu'il n'y avait pas leur superstar préféré ou quoi, bah en fait, j'ai même pas envie d'être désagréable avec eux, parce que je suis triste pour eux. Ils ratent quelque chose de génial, et en fait ils ont une vision de la NBA qui est un peu triste, et effectivement une vision du basket en règle générale qui est particulière. Maintenant,
Écoute, voilà, moi, au-delà de Jokic, parce que là, on focalise beaucoup sur Jokic, vraiment, ces Nuggets-là, il faut les regarder jouer, parce que, outre l'aspect offensif qu'on a énormément mis en avant, il faut saluer le sérieux de leur défense. Mais c'est incroyable, Voilà. c'est une des meilleures attaques de l'histoire des playoffs. Ouais. Et dans cette campagne-là, ils étaient, je crois, ils finissent en deuxième position de la meilleure défense de la ligue. Malone Enfin, a mis en place un système défensif qui est hyper cohérent, hyper efficace. Et d'ailleurs, grand coup de chapeau à Mike Malone, parce qu'on a surtout parlé de Spoelstra depuis le début, non seulement de ce podcast, mais de ses playoffs. Et c'est normal, encore une fois, quand on voit le parcours hallucinant de Miami. Mais dans cette série, Malone et son staff ont parfaitement répondu aux défis proposés par Miami. Ils ont parfaitement répondu à toutes les adaptations tentées par Spoelstra. Ils ont trouvé des solutions contre la défense en zone. Ils ont su limiter l'adresse à 3 points. Les ajustements qu'ils ont fait, notamment sur le match après le match 3 ou sur le match 3. Oui, après le match 2, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. En modifiant notamment la position de Jokic, en le désaxant un peu, en demandant, par exemple, à ses coéquipiers de beaucoup plus couper. Enfin, voilà. Malone a forcé Spoelstra à mettre la zone de côté sur certaines séquences. Il a sorti Miami de sa zone de confort et en faisant ça, c'est hyper intéressant parce que c'était ça la force de Miami justement depuis le début de ses playoffs, c'était de sortir l'attaque adverse de sa zone de confort. Mike Malone, il a réussi à inverser ça et à sortir la défense de Miami de sa zone de confort. C'est remarquable. Ça fait 8 ans que Malone est en poste à Denver. Il est arrivé la même année que Jokic d'ailleurs, puisque je crois que Jokic a été drafté en 2014, mais qu'il est arrivé en NBA. Il est arrivé qu'en 2016, ouais. 2015, non? Ouais, 2015, pour la saison 2015-2016. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je trouve que c'est beau de voir qu'ensemble, ils ont fait progresser cette équipe jusqu'à remporter le titre. C'est absolument génial. Et bah voilà, si vous avez pas regardé ces finales parce que l'affiche vous plaisait pas, bah, c'est triste pour vous parce que ces playoffs étaient incroyablement surprenants, ils étaient incroyables tout court, ils étaient magnifiques et cette finale elle était belle quoi, elle était vraiment belle, c'est triste qu'elle ait pas duré plus que 5 matchs mais elle était vraiment belle et Denver a une très bonne tête de champion et je suis désolé si vous n'aimez pas Denver, je vous l'annonce, je suis pas sûr que ça soit fini en fait parce que l'avenir est plutôt positif pour eux en fait quoi. La suite s'annonce plutôt belle pour eux. Je pense que si les gens n'ont pas aimé ces finales et n'ont pas aimé ces deux équipes-là, elles écoutent plus ce podcast. Très sincèrement, je pense que c'est impossible d'écouter ce podcast et de dire j'ai pas aimé la finale. Je sais pas. Peut-être que ça existe. T'as tout à fait raison. D'ailleurs, j'avais une question pour toi, Charlie. Est-ce qu'on n'a pas un peu un parfum de Warriors 2015 avec cette équipe des Nuggets? Ça me fait penser à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une croissance organique du côté des Nuggets avec beaucoup de joueurs draftés, quelques pièces rapportées parfaitement sélectionnées par un GM qui sait exactement ce qu'il fait pour mettre en valeur notamment son franchise player et ses stars autour. Quand tu regardes l'âge de toute cette clique là avec Jokic qui a 28 ans, Murray qui a combien, 26 ans, j'ai noté leurs âges et j'ai plus ça devant les yeux. Porter Jr. qui a 24 ans, un truc comme ça. Enfin, tout ce groupe-là est extrêmement jeune. La nouvelle convention collective qui arrive là et qui sera vraiment en place la saison d'après va bloquer énormément d'équipes potentiellement. C'est-à-dire qu'on est tous là encore à jouer, à faire du fantasy basketball en se disant « Ah tiens, ça serait bien que Chris Paul aille rejoindre LeBron James et Anthony Davis, bien évidemment. » Sauf qu'il y a un moment où ça va plus être possible. Tout ça, ils ont complètement cassé d'ailleurs la classe moyenne en NBA avec ce nouveau contrat. C'est assez affreux. Bref, on n'est pas là pour parler de la convention collective, mais Charlie, comment cette équipe de Denver ne peut pas être là, Las Vegas vient déjà d'annoncer ses favoris, donc forcément le champion en titre est l'immense favori, mais aussi parce que la santé financière du club est bonne, que les pièces sont toutes en place, qu'il y a des jeunes talents qui sont là, notamment Christian Brown qui est là. Il y a un petit gars là, Watson qui est sur le banc aussi, qui a été dans la rotation en fin de saison et qui était tout à fait bon, Peyton Watson. Elle est bien partie, cette équipe de Denver, quand même. Ouais, alors, citer les Warriors de 2015, c'est peut-être leur mettre un peu trop, enfin, c'est leur mettre une barre très très haute, parce qu'on parle quand même d'une équipe qui a marqué l'histoire de la Ligue et ça a été une dynastie. Par contre, effectivement,
Il y a très peu d'équipes qui ont fait. Ils ont fait 16 victoires, 4 défaites dans cette campagne de playoff. Il faut souligner le caractère extrêmement rare de ce genre de performance. Hein. Ouais. Il y a quasiment que des équipes. C'est qui les équipes qui ont fait ça? Il y a que les Warriors qui ont fait mieux en 2017 sur ces 20 dernières années, avec 16 victoires, une défaite. Il y a eu les Spurs en 2007. Les Spurs, on connaît l'histoire des Spurs. Il y a eu les Lakers en 2002, 15-4. Les Lakers en 2001, 15-1, pareil, équipe absolument exceptionnelle. Enfin bref, il faut pas minimiser le 16 victoires, 4 défaites des Nuggets, qui est un très bon indicateur. Non, c'est ça, et t'as parlé de l'âge des joueurs des Nuggets. Outre l'âge, Jokic est sous contrat jusqu'en 2028, Jamal Murray est sous contrat jusqu'en 2025, Michael Porter Jr. est sous contrat jusqu'en 2027, Aaron Gordon jusqu'en 2026, Kentavious Caldwell-Pope jusqu'en 2025, Bruce Brown a une player option pour la saison prochaine, Christian Brown, il est sur son contrat rookie qui va courir jusqu'en 2026, Peyton Watson aussi. Enfin, en fait, tous les joueurs de cette équipe sont sous contrat la saison prochaine, sauf Jeff Green. En fait, tous les joueurs. Ouais. Bruce Brown devrait partir. Ils ont pas ses bird rights, donc ils vont pas pouvoir dépasser le salary cap pour le re-signer. Mais sinon, malheureusement, tous les joueurs qui ont eu un rôle dans ces playoffs sont sous contrat, quoi. Complètement, ouais. Sauf donc effectivement Jeff Green et Bruce Brown qui a une player option la saison prochaine. Mais, tout à fait. Mais voilà, t'as parlé de Christian Brown. Quand tu vois le niveau qu'il a eu sur ses playoffs pour sa saison rookie, on peut se dire qu'il a une belle marge de progression. Alors, je sais que beaucoup trouvent que Porter Jr. est trop payé pour son apport concret. Je suis d'accord, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer Denver faire des mouvements importants cet été. C'est plutôt dans leur intérêt de miser sur la continuité a priori, et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils le savent pertinemment bien. Donc c'est clair que il peut passer un cap, Michael Porter Jr. pour le coup. Oui, il peut encore progresser. Ah mais ça c'est sûr, bien sûr qu'il peut encore progresser. Il a que 24 ans, hein, Porter Jr. et Gordon, c'est typiquement le genre de joueurs qui, une fois qu'ils ont brisé le plafond du titre NBA, peuvent revenir la saison prochaine débordant de confiance en eux. Tout à fait. Et en se disant, c'est bon quoi. Donc ouais, non, effectivement, pour Denver là, c'est clair que si vous aimez pas les Nuggets, bon courage dans les années à venir, parce que vous allez en bouffer des Nuggets dans les années à venir, c'est sûr et certain. Cette équipe était la meilleure équipe cette saison en NBA, ces playoffs le prouvent. Et bon courage, parce que vraiment l'équipe va pas beaucoup bouger dans les années à venir, quoi. Sans compter les vétérans qui potentiellement vont regarder les Nuggets en se disant, waouh, ça serait pas mal que j'aille là-bas, potentiellement pour aller gratter une bague. Ouais. Quand tu as un joueur, un franchise player comme Nikola Jokic, quand tu vois cette ambiance, parce que les Warriors, ça a été aussi le sex appeal de cette équipe pour beaucoup de joueurs, demander à Kevin Durant, c'était un de ses principaux arguments. Quand tu vois l'ambiance qui règne dans le vestiaire, quand tu as un mec comme Jokic qui est là, son seul souci c'est de te faire briller, tu peux décemment te dire, bon, je vais peut-être prendre un peu moins cher, mais je vais tomber dans une équipe qui est ultra compétitive, qui a déjà montré qu'elle était capable d'aller au bout, et peut-être que je peux aller, je peux être la pièce manquante de la poursuite de leur dynastie, quoi. Bah ouais, c'est clair, surtout que l'exemple d'un mec comme Jeff Green, par exemple, qui en plus a eu un vrai rôle, etc., et c'est clair que ça doit donner envie, je suis d'accord, mais de toute façon, je pense que les deux finalistes de cette saison-là, il y a énormément de free agents qui ont vu ces deux équipes et qui se sont dit, on doit être quand même pas mal là-bas, quoi. ça doit être quand même sympa. Mais ouais, non, Denver est effectivement dans une position là où ils sont sur une autoroute, quoi. Ouais, complètement. Et je tiens, et pareil, à ça, Calvin Booth, je l'ai dit, répété 15 000 fois dans ce podcast, mais j'avais très peur quand Tim Connelly est parti, a quitté son poste de general manager. Je ne savais pas comment était Calvin Booth, à quel point il était pro, et à quel point il était fort, et à quel point il était capable de prendre des bonnes décisions. Il y a un truc que j'ai, une information qui montre à quel point le gars est hyper clairvoyant, quoi. Quand il fait le deal pour ramener Kentavious Caldwell-Pope dans l'équipe, il va lui faire signer une extension pour la saison 2024-2025 dès son arrivée. Ce qui fait que, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Kentavious Caldwell-Pope est sous contrat pour la saison prochaine, ouais. Et il a une player option pour la saison d'après. Donc, quoi qu'il arrive, il sera là la saison prochaine. Et ça montre que ça aurait pu ne pas être le cas si Calvin Booth n'avait pas pensé à lui faire signer cette extension. Et je trouve ça absolument génial. Et le choix de Christian Brown, le choix de Peyton Watson,
Peyton Watson, franchement, regardez, essayez de trouver quelques highlights sur Internet. Essayez de mater quelques matchs ce fameux mois de mars où tous les critiques de Denver ont dit attendez, cette équipe elle arrête pas de perdre des matchs, ils sont pas prêts, c'est sûr et certain. Mais moi j'ai un peu peur, j'avoue. Bref, mais c'est des profils, voilà, profils défensifs, des gars qui lâchent rien, qui sont capables de scorer, qui sont capables de s'inscrire dans un collectif, qui ont une bonne mentalité. Et là, ils ont fait un deal avec le Thunder. Ils ont récupéré des pics de draft. Et ces pics de draft, ils vont servir à Denver dans un avenir très proche à récupérer quoi? À récupérer voilà, des gars qui sont en fin de premier tour ou en début de deuxième tour. Et voilà, il n'y a qu'à voir comment pour l'instant, ça a réussi à sourire à Denver d'aller sélectionner dans ces eaux-là. C'est clair. Et franchement, si tu as un département de scouting pour repérer les talents qui est au point, voilà. C'est aussi une victoire du front office et de l'organisation en tant que telle, ce titre. Oui, non, mais bien sûr, et effectivement, t'as parlé par exemple du fait qu'il ait voulu très rapidement signer une extension à KCP. Ça peut paraître anodin, mais c'est comme ça en fait qu'on va chercher un titre. KCP, ça fait partie de c'est pas un apport statistique absolument colossal, c'est certainement pas le mec qui va le plus briller, mais par contre c'est un mec qui a déjà gagné, dont le rôle répond exactement aux besoins d'une équipe en play-off, ça défend, ça shoot, il sait faire les petites choses importantes. Et d'ailleurs cette nuit, quand Denver commence le match de manière assez laborieuse avec plusieurs pertes de balles, etc., c'est KCP qui vient marquer les premiers points de son équipe, tu vois. Et c'est pas anodin, c'est des petits éléments. C'est comme ça qu'on va chercher un titre NBA, et c'est pas pour rien si KCP avait déjà eu un rôle dans le titre des Lakers, s'il a un rôle dans le titre des Nuggets. C'est vraiment c'est pas des mouvements de front office qui sont très flamboyants, c'est pas le truc où en le voyant tu te dis ah bah alors ça c'est vraiment le move qui va leur faire gagner un titre, mais c'est en additionnant les petits trucs comme ça que t'arrives à monter une équipe aussi cohérente et intéressante que ces Denver Nuggets là. Ouais, ce qui paraît un peu dégueulasse au final, c'est que les Nuggets, ils ont l'air d'avoir beaucoup de certitudes. Ils ont un duo qu'aucune défense quasiment n'a réussi à vraiment les gêner. Ils ont l'âge de leur côté, ils ont les contrats de leur côté. Enfin, en tout cas, un salary cap qui est plutôt clean et qui est tout à fait manageable pour Calvin Booth. Quand tu vois leurs principaux adversaires pour l'instant dans la conférence Ouest, ça a l'air compliqué. J'aimerais qu'on fasse un petit peu l'avenir aussi du Heat de Miami. Bon, bah alors là... parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que cette organisation a clairement donné envie à plusieurs joueurs de les rejoindre. Par contre, ça va pas être simple pour Miami. Et on en parlait tout à l'heure, toi et moi, en off. S'il y a une intersaison, un été où Miami va devoir réaliser un gros coup, c'est cet été ou jamais, clairement. Avec la nouvelle convention collective et le fameux second apron qui va bloquer tous les clubs vont être bloqués par ce truc-là. Et à partir du moment où tu arrives à la limite du salary cap, après tu peux quasiment plus rien faire. Ça va être vraiment ça va vraiment être très compliqué. Et là aujourd'hui, le Heat, il y a le contrat de Tyler Hero qui va entrer en action cet été, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. 27 millions la première année. Voilà. Et donc, en fait, ils ont la quasi-totalité de leur salary cap centré sur 3 joueurs, Butler, Adebayo qui est ouvert d'ailleurs pour signer une extension de contrat, attention à ça, et Tyler Hero. Donc, auquel il faut ajouter les 30 millions de Kyle Lowry la saison prochaine, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'après, il faut remplir le reste de l'effectif, quoi. Non, parce que typiquement, Kyle Lowry la saison prochaine, il touche plus que Tyler Hero, tu vois. Non, mais complètement. Donc, comment tu vois cette intersaison du Heat? Bah, c'est hyper compliqué. Alors, ok, on l'a dit, Butler, Adebayo et Hero sont tous sous contrat jusqu'en 2026 et 2027 pour Hero. Ok, très bien. Mais voilà, le vrai problème, c'est que les trois touchent beaucoup d'argent. La saison prochaine, Butler, c'est 45, Bam, c'est 32, et Hero, donc c'est 27. À ça, il faut ajouter, je viens de le dire, la dernière année du contrat de Kyle Lowry, qui a plus de 29 millions à 37 ans, et avec un apport... Ok, il a été important en finale, mais enfin, 27 millions pour ça, c'est quand même très très dur. À ça, tu peux aussi ajouter Duncan Robinson, qui a encore 3 années de contrat à plus de 18 millions la saison. Bref, bon courage au front office pour trouver des solutions, d'autant plus que Gabe Vincent et Max Truss
tous les deux très importants sur cette campagne de playoffs, sont en fin de contrat là cet été. Alors Gabe Vincent, je précise, ils ont les board rights de Gabe Vincent, ce qui veut dire qu'ils peuvent faire signer une extension signer un nouveau contrat à Vincent sans que, avec une autorisation de dépasser le salary cap. Pour cette intersaison-là, oui, mais pour cette la prochaine intersaison, ça ne sera plus possible. Attention. Oui, mais le problème, c'est, tu vois, aujourd'hui, Gabe Vincent, parce qu'en fait, le problème, c'est que les joueurs dont on vient de parler, là, les Gabe Vincent, Max Strus, etc., on parle pas de joueurs qui touchent des montants faramineux depuis le début de leur carrière et qui donc, tu vois, pourraient aller voir Miami en disant, bon, bah, les gars, on est hyper heureux ici, cette équipe, elle peut gagner, on va pas être trop gourmand. Non, c'est pas le cas. Leur parcours, on le connaît, cette intersaison, c'est peut-être leur plus belle chance d'aller chercher un bon contrat dans une franchise qui pourra leur offrir. Donc, bon courage à Pat Riley au front office de Miami. Effectivement, tu l'as dit, j'ai aucun doute de l'attrait de la franchise pour beaucoup de joueurs parce que quand tu vois comment ils ont relancé des mecs comme Kevin Love, comme Kyle Lowry, quand tu vois le rôle qu'ils ont donné à des mecs comme Gabe Vincent, Max Strus, comme Caleb Martin, forcément t'as envie d'y aller, c'est clair et net. Mais pour ça, il va falloir trouver des solutions sur des contrats comme celui de Kyle Lowry. Voilà, moi j'espère vraiment qu'ils vont y arriver parce qu'on peut plus douter du potentiel de cette équipe. On fait pas de finale NBA en 4 ans par magie et que j'aimerais bien un jour voir un Jimmy Butler un peu plus épaulé aussi. Tu vois, j'aimerais bien avoir un mec un peu. C'est très bien que Bam Adebayo ait autant répondu présent au scoring, par exemple en finale NBA. Mais enfin, bon, la donne aurait peut-être été différente avec un Tyler Hero, mais c'est vrai qu'on a parfois un peu envie de voir Butler être plus soutenu, parce que c'est très bien le storytelling sur les joueurs qui sortent de nulle part et qui contribuent et qui sont incroyables et tout. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais je sais pas si la dernière marche, ouais. Voilà, c'est ça. Je sais pas si ça suffira pour passer la dernière marche, quoi. On va pas se mentir, le nom qui tourne autour de Miami, là, c'est pour tous les fans du Heat, c'est clairement Damian Lillard. Ah ouais, mais il y a Bradley Beal aussi qui est dans les petits papiers qui revient dans les rumeurs. Alors, Bill, j'y crois pas. C'est des grands noms. Encore une fois, j'ai l'impression que de construire ton équipe autour de 3 joueurs superstars, ça va être très compliqué. Très franchement, hein, ça va être très compliqué. Bah surtout que c'est pas l'identité de cette équipe. Voilà. Et que quand tu vois le contrat de Damian Lillard, c'est quand même très compliqué. Alors, j'ai vu des projections qui montrent que si tu mets le contrat de Kyle Lowry avec celui de Tyler Hero, tu matches t'arrives à matcher le salaire de Damian Lillard. Ouais, mais enfin, Portland, c'est pas des pigeons non plus, tu vois. Mais voilà, et après, il faut qu'ils donnent la quasi-totalité de leur pick de draft jusqu'en 2029, enfin, ceux qu'ils auront le droit de donner. Je veux dire, c'est un bordel sans nom, et encore une fois, ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que la convention collective fait que construire aujourd'hui une équipe autour de 2 joueurs, c'est jouable, et encore, faut vraiment la jouer fine pour bien entourer ton duo de joueurs valables et compétents. Si tu commences à vouloir jouer la carte j'ai des superstars dans mon équipe, au nombre de 3, donc 3 contrats max, quoi, c'est ça que je suis en train de dire, là, ça devient vachement plus difficile, parce que après, je veux dire, une fois que tu as tes 3 stars, une fois que tu as Butler, Adebayo, Lillard, tu fais quoi autour? Parce que Gabe Vincent, il est gentil, mais est-ce qu'il a envie d'aller re-signer là pour 2 fois moins que ce qu'il ferait derrière? Max Strus, c'est sûr qu'il part. C'est sûr que la plupart des joueurs vont se barrer dans ces cas-là. Ceux qui peuvent aller chercher des contrats ailleurs. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. La nouvelle convention collective a cassé la middle class de la NBA. Aujourd'hui, on est parti sur des schémas d'équipe où il y a des superstars avec une bonne partie du salary cap, plus de 50% quasiment, et le reste, avec le reste des joueurs qui se partagent les restes. Et ça va être très, très, très compliqué. Oui, c'est ça. Non, mais c'est trop compliqué. Enfin, tu vois, Lillard, là, c'est 48 millions. Enfin, 2023-2024, c'est 45, et la saison d'après, c'est 48. Enfin, t'imagines, ça voudrait dire que t'aurais en 2024-2025, t'aurais Butler à 48, Lillard à 48 et Adebayo à 35. C'est ingérable. C'est absolument ingérable. C'est absolument ingérable. Surtout que on rappelle que t'as toujours donc les contrats de Duncan Robinson qui cette année-là touchera 19, de Caleb Martin qui cette année-là touchera 7. Enfin, en fait, le cap est déjà saturé, quoi. Trop compliqué.
trop compliqué. Non, vraiment, bon courage à Miami. J'ai aucun doute qu'ils s'en sortiront, parce que s'il y a bien une franchise qui nous montre chaque année que c'est des sorciers pour sortir des joueurs de nulle part, pour relancer des vétérans, il y a aucun doute là-dessus. Mais vraiment, cet été, ça va être particulièrement compliqué. Ouais, complètement, ouais. De toute façon, pour toutes les équipes, ça va être un vrai ajustement. Et je terminerai en disant que l'intersaison qu'on s'apprête à vivre, et toi et moi, alors je ne sais pas jusqu'où tu vas m'accompagner là cet été, Charlie, mais moi je ferai le dernier podcast le 7 ou le 8 juillet, là, le vendredi. Après, je suis obligé de partir. Donc, on arrêtera le podcast à ce moment-là. On aura donc le temps de parler du début de la Free Agency, toi et moi, si tu es là. Tout à fait. Cette Free Agency 2023, là, je pense qu'il y a moyen que ce soit un bordel hallucinant. Parce que je pense que la plupart des clubs, j'ai lu un article de John Hollinger, qui est un peu un spécialiste de la construction d'équipes, des contrats, des pics de draft, de comment les échanges se font, et qui explique, qui dit en vérité, la quasi-totalité des clubs, ou des gros clubs, sont bloqués financièrement. Pour faire jouer les choses, il va falloir consentir à des sacrifices sérieux. Ah ouais. Et repenser les choses, parfois de fond en comble. Et je pense qu'il y a des free agents qui vont être très déçus. Mais je pense qu'il y a des mecs qui s'attendent à des contrats dont il ne faut même plus rêver. Mais et quand je dis ça, je parle de grands noms. Hein. C'est-à-dire que tu vois, il y a par exemple un Chris Middleton là, à qui il reste une année, une player option à 38 millions sur son contrat. Mais t'as intérêt à la prendre, hein, ta player option, parce que tu ne signeras plus jamais des contrats de ce niveau-là. Je te le dis. En fait, je pense que ça finira par se réguler et que, comme d'habitude, dans ces histoires de conventions collectives, une fois que les general managers ont compris les subtilités de la nouvelle convention collective, comment ils peuvent danser autour, jouer autour, malgré tout construire un truc, et de toute façon c'est appliqué à tout le monde, donc chacun joue avec les armes dont il dispose. Maintenant, ceci étant dit, je pense que là, j'irai pas dire qu'il va y avoir un vent de panique dans les front office, mais il va clairement y avoir une urgence de se dire, il y a des décisions à prendre aujourd'hui qui vont impacter les 2-3 saisons, voire 5 saisons à venir, en termes de salary cap, de masse salariale, de comment on pense et on construit, et on bâtit notre effectif. Et clairement, je pense que cette intersaison, il va y avoir... On peut avoir des vraies surprises, des gros coups qui vont se jouer. Non, et puis tu parles des front office, mais il y a aussi un moment, est-ce que les joueurs ont déjà switché, enfin, est-ce qu'ils ont déjà compris ça? Parce que tu vois, par exemple, le cas d'un Draymond Green, tu vois, aujourd'hui, Draymond Green, 33 ans, bah, peut-être que il aurait été dans cette situation-là il y a 4-5 ans, à cet âge-là et tout, il aurait pu se dire, moi je veux encore signer un gros contrat. Aujourd'hui, quand t'es Draymond Green, il faut être beaucoup plus lucide et te rendre compte que ça va être compliqué d'aller chercher un contrat à 25, 30, 35 millions la saison. Et un joueur comme Fred VanVleet, qui est pourtant un des free agents les plus désirés sur le marché cet été, c'est pareil. À quel point est-ce que tout ça va rentrer en compte dans sa réflexion, dans ses exigences, etc., etc. Tu vois, c'est des questions qui vont être hyper importantes cet été. Et combien d'argent tu donnes à un mec comme Fred VanVleet? Est-ce que Fred VanVleet, quelle équipe demain est persuadée que Fred VanVleet est la pièce manquante de sa quête du titre? Bah ouais. Et James Harden aujourd'hui, si t'es Houston, Harden, alors que tu sais très bien que dans les années suivantes, tu vas devoir prolonger pas mal de ton young core. Combien est-ce qu'aujourd'hui tu vas aller filer à un James Harden qui a quasiment 34 ans? Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est très important que les joueurs comprennent que là, cet été, il y a un truc qui se joue, qui est hyper important, et il faut absolument qu'ils comprennent que c'est plus possible d'avoir les mêmes exigences qu'il y a quelques saisons. Complètement. Charlie, on va arrêter là ce podcast. Ce que je te propose, c'est que vendredi, on fasse un dernier bilan de la saison, toi et moi. Avec plaisir. Pour raconter un petit peu. Or, promis, chers auditeurs, on va arrêter enfin de vous parler des Nuggets et du Heat. Ça veut dire que je pourrais pas parler de Spoelstra? Non, tu pourras pas, non. Interdiction totale. Dès que tu diras le mot Spoelstra, je te couperai le micro. On va faire un petit bilan de la saison, les histoires qu'on a aimées, et ouvrir aussi sur la saison prochaine, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et ainsi de suite.
les gros axes de la saison passée et avec une ouverture sur la saison à venir. Il y aura d'autres podcasts à venir, donc le 23, ça sera le jour de la draft. Pareil, il y aura sûrement il y aura sûrement des deals dont on va parler. Moi, personnellement, j'irai pas vous parler des pics de draft. Hein. Je laisse nos amis de chez Envergure et tout ça. La référence. Voilà, qui vont abattre un boulot de dingo. Comme d'habitude, à la rentrée, je ferai mon podcast avec les gens d'Envergure pour faire les rookies à suivre de la saison. Mais voilà, nous, on va plutôt parler le 23 des transferts qui auront eu lieu et évidemment des top picks dont on aura déjà un peu une saveur, une idée de la saveur et des attentes qu'il y a derrière. Il y aura également un podcast le 30. Donc là, ça sera la veille des grandes signatures et un dernier podcast, donc, je sais pas, le 7 juillet, je crois, un truc comme ça. C'est quand le premier vendredi de juillet? Laissez-moi regarder ça. Voilà, le 7 juillet, voilà. Le 7 juillet, donc ce sera le podcast là sur les premiers jours de la Free Agency, donc on verra comment ça se passe. Merci Charlie de m'avoir accompagné. Écoute, c'était avec plaisir, comme toujours. Et puis, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés pendant toute cette saison. La saison est terminée, officiellement, même si on se retrouve dès vendredi pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Mais merci de votre fidélité, merci de nous écouter, merci de vos réactions, merci pour vos commentaires sur Apple Podcasts, merci pour les étoiles sur Spotify et sur toutes les autres plateformes. Ça fait vraiment chaud au cœur. Même ceux qui nous critiquent et tout ça, écoutez, c'est le jeu. Et je lis les choses que vous notez et on essaie de s'améliorer, on essaie de progresser tous ensemble. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à vendredi prochain. Et d'ici là, passez une très bonne semaine. Ciao, bye bye.